Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. C'est vendredi. Aujourd'hui, on va avoir la chance de parler avec notre conseiller financier Cédric Larigadi. Aujourd'hui, il sera question avec lui de succession. Et aussi, on va parler de danse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vendredi. On va parler de danse avec Nadège Nelson du studio de danse X Ottawa. Et tout de suite pour commencer, on reste dans le domaine artistique et là, on vous parle d'un très beau projet entre la galerie Jean-Claude Bergeron et le Centre d'excellence artistique de l'Ontario. Pour en parler, Monsieur Cory Beauchemin, qui est enseignant en art visuel et médiatique au CAO. Et j'aimerais juste savoir comment cette collaboration entre le Centre d'excellence artistique de l'Ontario et la galerie Jean-Claude Bergeron a commencé. Mais alors, il faut souligner d'abord que le Centre d'excellence artistique est à sa 38e saison et le fondateur du Centre d'excellence artistique en 1982-83, c'était Jean-Claude Bergeron. Donc, il tient à cœur le Centre d'excellence artistique de l'Ontario et puis, évidemment, il nous suit de près. Et puis, il voit la progression de nos jeunes artistes en herbe. Et puis, il souhaite vraiment donner cette opportunité à nos étudiants de s'épanouir et de vivre une expérience professionnelle dans un milieu de galerie professionnelle contemporaine. Et puis, comment le partenariat a été entamé. Monsieur Bergeron, qui est très généreux, qui veut nous offrir cet espace dans sa galerie pour une courte période pour mettre en valeur les œuvres de nos jeunes artistes qui sont très talentueux. C'est extraordinaire. J'avais pas connaissance qu'il était quand même l'un des piliers fondateurs du Centre d'excellence artistique de l'Ontario. Ça me donne beaucoup plus de respect pour lui parce que, comme tu viens de le mentionner, Cory, c'est quelqu'un de très généreux. Je le sais parce que je l'ai eu plusieurs fois à l'émission. Puis de savoir qu'il est à la base là de soutien à ces jeunes, là, c'est incroyable. Alors, je sais qu'en ce moment, il y a je vais dire une grosse exposition qui est en cours pour les finissants de la 9e à la 2e année de l'école La Salle, en cours en ce moment à la galerie. Oui, exactement. Donc, vous savez, Monsieur Bergeron, grand galériste, représente et affiche des œuvres de grands artistes canadiens et internationaux contemporains. Et puis, nos artistes ont l'habitude de voir là et ils sont toujours très impressionnés et admirent énormément les grands artistes qui sont exposés à cette et d'avoir l'opportunité de partager ces murs et cet espace à leur tour et d'avoir toute cette communauté de collectionneurs et d'artistes et comment dirais-je voilà, de la communauté de sa galerie artistique de cette grande ville et de cette capitale nationale qui vont à leur tour voir l'exposition. Ça donne vraiment beaucoup de visibilité. Et puis, pour certains, c'est une plateforme exceptionnelle voilà, pour entamer leur carrière professionnelle comme artiste. Vraiment, vous pouvez voir lors de cette belle exposition, c'est une panoplie d'œuvres, de nombreuses pratiques et médiums, du dessin, de la peinture, des impressions sur papier, photos, etc. Nos artistes touchent surtout les artistes finissants. C'est vraiment des pratiques qui sont tout dirigées et touchent vraiment à plusieurs différents types de pratiques et médiums, donc vraiment pour tous les goûts. En tant qu'enseignant, Cory, j'aimerais que tu partages quelque chose avec moi. On est en 2021, il faut qu'on soit sincère là. Les jeunes s'intéressent beaucoup plus à tout ce qui est médias sociaux, à tout ce qui est des jeux en ligne et tout. Mais je trouve toujours admiratif que des jeunes je vais dire, d'une certaine tranche d'âge s'intéressent aux arts, comme par exemple la peinture. Ça arrive pas beaucoup selon moi. C'est certain que les générations à qui on enseigne s'intéressent beaucoup à la technologie, aux différentes plateformes numériques. Certains vont même intégrer
des logiciels spécialisés, des applications, de la technologie à leur processus créatif et même on peut retrouver dans certains cas dans la présentation finale de création la présence de technologies et d'applications et ainsi de suite. Mais c'est certain qu'ici au Centre d'excellence artistique de l'Ontario, on mise beaucoup sur des conventions classiques, des pratiques classiques, une formation, si tu veux, classique. Ensuite, se situer dans le contexte de l'heure actuelle. Alors, oui, c'est certain que c'est impressionnant de voir les adolescents s'investir dans des pratiques qui prennent du temps, qui prennent de la concentration soutenue et qui peut parfois sembler un peu désuet pour cette nouvelle génération. Mais on peut constater que c'est encore très vivant la peinture, le dessin, la sculpture auprès de nos jeunes artistes. Et oui, c'est encourageant de voir les voir rayonner encore dans ces pratiques. Mais oui, ça fait un long processus de faire son travail, son processus, jusqu'à être quand même comme pas publié, mais en tout cas affiché dans une galerie. Là, ça bâtit la confiance en soi et c'est incroyable pour un jeune de, je vais dire, entre 14 et 16 ans. Oui, oui, absolument. Euh, on met beaucoup d'accent sur le développement du processus créatif. Évidemment, ce sont des périodes et des âges très importants pour nos jeunes artistes où ils développent leur estime de soi, ils développent vraiment leur confiance pour le savoir-faire et le savoir-être en tant qu'artiste. Et puis, on les amène à non seulement créer à leur façon, hein, d'ajouter leur touche authentique et créative et originale, bien sûr. Mais on les amène aussi à comprendre le rouage, si vous voulez, les petits détails de qu'est-ce que tu dois faire pour être artiste, pour pouvoir bien exposer ton travail, pour pouvoir partager ton art avec un grand public, avec ta communauté, parce que en bout de ligne, la création, c'est un partage. Hein. On crée pour soi-même, Oui, pour c'est vrai. s'exprimer Mhm, c'est en vrai. premier lieu. Après ça, c'est un grand partage pour véhiculer ton discours, ton message et ainsi de suite. Alors, 15 finissants de l'école à salle qui sont publiés en ce moment ou qui sont affichés à la galerie que Jean-Claude Bergeron, on va inviter les gens à visiter le site web parce que tout est affiché, de très belles œuvres. Je tiens à les féliciter. Je ne les connais pas personnellement, mais j'ai pu voir les œuvres là qui sont extraordinaires. J'ai des préférences aussi. Je ne vais pas mentionner lesquelles, mais en tout cas, j'en ai des préférences. Mais là, il y a un beau lien aussi qui se fait avec la Fondation Cori. Parce que oui, il y a la galerie Jean-Claude Bergeron d'une part, mais il y a aussi le lien entre cette exposition-là et la Fondation Jean-Claude Bergeron. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Voilà, voilà. Donc, en premier lieu, c'est une très belle opportunité parce que non seulement ils exposent leur création, et ils ont la chance de vendre leurs œuvres d'art. Et puis, le partenariat est très intéressant. Pourquoi? Parce que il y a un pourcent la vente finale de l'œuvre qui va à la fondation. Et pourquoi? Mais la fondation, elle souhaite encourager, soutenir le projet d'envergure d'un ou d'une finissante du Centre d'excellence artistique Ontario. Donc, pour ceux qui s'y intéressent, et là, je parle au niveau de nos étudiants, artistes qui veulent bénéficier de cette bourse offerte par la Fondation, mais eux doivent faire une demande, un peu comme les artistes font auprès du Conseil des arts. Et donc, pour avoir les sous, pour pouvoir soutenir ce type de projet, la Fondation a fait appel à différentes activités et comment dirais-je, à différents types de dons. Et puis, ce partenariat, je pense que c'est une très belle chose. Ça amène les élèves à démontrer du civisme, en même temps Et du de, sérieux en même temps, parce que voilà, de vendre ces œuvres, donc de voir la juste valeur de leur création, mais en même temps de contribuer aussi à la création d'homologues artistes de soit la même discipline, soit les artistes visuels, ou aussi peut-être des danseurs, des musiciens, et ainsi de suite. Donc, voilà une belle façon de contribuer à la communauté artistique de l'Ontario.
Extraordinaire. Ce que j'ai pu voir comme œuvre présentée, je trouve qu'Auric, en tant qu'enseignant, tu fais du beau travail. Et puis moi, je tiens à te féliciter ce matin. Écoute, je vais te remercier pour ce petit moment de partage là et inviter les gens à aller visiter le site web de la Galerie Bergeron pour encourager ces jeunes-là qui se sont lancés dans l'art. Merci beaucoup et bon week-end à toi, Cory. Pareillement, merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, je vais vous inviter à visiter le www.galerie-jean-claude-bergeron.ca pour encourager ces jeunes-là, pardon, qui se sont lancés dans l'art. Il y a des peintures vraiment incroyables. Allez-y, jetez un coup d'œil. Je vous promets que vous serez vraiment étonnés. On reste toujours dans le domaine de l'art et cette fois-ci, on va parler de danse. Et avec moi, Nadège Nelson, l'une des propriétaires du Studio X Ottawa, qui est en train de se chercher son casque, je pense, qui est en train de se chercher son casque. Parce que Oui, c'est là, bien ça, oui. Nadège nous... Allô, oui, Nadège nous parle de son studio carrément de danse. Et moi, je veux te demander, tu danses depuis combien de temps déjà pour commencer? Bah, j'ai dansé toute ma vie parce que ma mère, elle danse aussi. Mais officiellement, j'ai commencé à danser il y a une trentaine d'années, mais la salsa, j'ai commencé en 1998. Donc, mon Dieu, ça fait Ouh, 22 ans. Excusez le 22 calcul, ans. à peu près. Ouais. Mais là, ça fait beaucoup de choses en même temps. Mais je sais qu'il y a 2 années, il y a 2 ans, 2 ans en arrière, tu as ouvert ton studio de danse, mais pas seul. Tu as ouvert avec, je pense, ton conjoint et des amis. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment s'est fait ce processus-là pour vous lancer en tant qu'entreprise? Au fait, ça fait 8 ans. On a ouvert Ah, le studio on a ouvert le studio parce qu'on était au gouvernement, tout le monde, puis il y avait les coupures qui se faisaient. Puis nous, on en était sûr, on était assurés, notre avenir était assuré, mais il y avait les coupures qui se faisaient. On s'est dit, mais on a toujours voulu avoir une entreprise. Puis comme on se rend compte que c'est pas nécessairement sûr au gouvernement, on a se lancer. Fait qu'on s'est lancé. Puis moi, mon conjoint, mon partenaire de danse aussi de 15 ans, au fait, on a décidé d'ouvrir le studio. Puis on voulait juste, au fait, au début, offrir, parce qu'on avait plusieurs de nos amis qui étaient aussi instructeurs, mais qui voulaient pas s'ouvrir de studio. Fait qu'on s'est dit, oh, on va ouvrir le studio, puis eux autres, comme ils veulent pas avoir un studio à temps plein, mais eux autres, ils vont pouvoir louer à l'heure. Nous, on va donner des cours de fitness, de mise en forme. Puis là, ben, on a des amis qui nous ont dit, oh, mais ce serait bien que comme vous dansez la salsa, tout ça, donner aussi des cours de salsa. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé. mais c'était gagnant-gagnant en même temps là. Donc, on va rentrer carrément dans le vif je vais dire, de la panoplie de cours que vous offrez, parce que c'est pas juste de la salsa, il y a des cours de mise en forme. Et je pense qu'en ce moment qu'on vit là, à cause de la pandémie, on a vraiment besoin de bouger, Nadège. Oui, c'est sûr. Comme nous, comme je disais, on donne des cours de danse, on donne des cours de mise en forme. Nos cours, c'est un format hybride. Ce que ça veut dire, c'est que on donne les cours en ligne et en personne, mais en personne avec les restrictions évidemment du gouvernement dû au COVID. Donc, on peut juste avoir 8 personnes en studio, comme on est deux instructeurs. Et aussi, on a plusieurs de nos étudiants qui font le cours à ce moment-là en ligne. Puis les vidéos sont aussi enregistrées, fait qu'ils peuvent aussi le faire plus tard s'ils peuvent pas le faire en même temps que nous. Fait que nous, on ouvre, comme je dis, de la Zumba, du Pound. Pound, c'est un peu de dire que tu es un rockstar. Fait que t'as comme donc t'es là, puis J'aime tu ça. prétends que tu joues tu joues ton tambour, tu joues la bass et tout ça. Donc ça, c'est ça plus. Puis la Zumba, mais ça, comme un peu tout le monde les connaît, c'est un peu de la danse latine. Moi, comme je viens d'Haïti, je fais beaucoup aussi des chansons un peu plus entières, puis tout ça. Donc quand tu viens là, tu peux dire que tu vas avoir comme du hip-hop, de la salsa, de la bachata, mais en même temps, tu peux danser aussi sur la musique sont plus les top 40 puis tout ça là. Donc c'est un peu une aventure, disons, de 1 heure. Puis c'est C'est ça. Donc aussi cool on a tout des cours ça. de interval training, donc les cours comme bootcamp qu'on appelle, que c'est un peu pour les gens qui veulent plus qui veulent plus le côté mise en forme, le côté cardio, le côté musculation et tout ça. Fait qu'on a un peu de tout.
Et puis, ce que j'aime avec le studio de danse, avec votre studio de danse, c'est que moi, j'ai deux pieds gauches là. Je sais pas super bien danser, mais moi, si j'ai envie de vivre une expérience, j'ai la possibilité d'aller pour faire juste une seule heure avec vous, juste prendre un seul cours et puis je m'arrête là si je veux. C'est pas obligé d'avoir un forfait, c'est ça que je veux dire. Nous, on donne des cours privés aussi. Donc, si vous voulez faire du 1 à 1 parce que vous êtes un peu plus timide, vous voulez pas venir en groupe, mais on donne des cours privés. Pour le cours de mise en forme, vous pouvez acheter juste un cours ou vous pouvez dire, ben, je vais m'acheter une passe d'un mois ou je vais acheter 10 cours. Puis une fois que j'ai fini mes 10 cours, ben, je vais arrêter. Donc, vous décidez plus ou moins qu'est-ce que vous voulez faire. Les cours de danse, par contre, c'est 8 semaines, mais vous pouvez, s'il y a assez de place, vous pouvez faire un drop-in ou à la carte pour le premier cours. Essayez le premier cours, vous payez le 20 $. Si vous l'aimez pas, ben, vous n'avez pas à continuer. C'est ça qui est intéressant avec ça là. Et puis, je veux pas être je veux pas être quelqu'un qui apporte du négatif, mais il faut qu'on soit sincère. On sait pas en ce moment la pandémie où est-ce qu'elle nous envoie. Et partout dans les médias et autres, on nous invite vraiment à bouger pour pouvoir rester en forme. Moi, je pense que avec les forfaits que vous offrez, qui sont assez intéressants, ben je vais pas mentionner quoi que ce soit. Les gens vont aller visiter le site web. Je pense que c'est un cadeau que vous faites aux gens s'ils ont vraiment envie de bouger. Question pour toi, Nadège. Je sais qu'en pandémie, j'ai pas arrêté de le dire là, ça doit être difficile en tant qu'entreprise qui offre des cours de danse de pouvoir s'aligner. Oui, il y a les cours hybrides, mais ça vient avec des défis. Oui, comme au mois de juillet, on a offert le cours dans le stationnement, par exemple, parce qu'on n'avait pas le droit d'être Oh, à l'intérieur. Donc, on a offert le cours bonne dans le idée, stationnement bonne du idée. studio. Fait qu'on a quand même amené notre caméra pour les gens qui voulaient pas venir. Fait qu'on, ça a quand même la version hybride, mais au lieu d'être à l'intérieur du studio, mais on était dehors. Fait que probablement au mois de mai, c'est ça qu'on va faire encore. Puis évidemment, il y a aussi, comme tu dis, avec les restrictions, on peut juste avoir 8 personnes au studio. Notre studio, c'est quand même 1400 pieds carrés, ce qui veut dire qu'avant, on pouvait avoir une trentaine de personnes dans le studio. Fait que c'est sûr que ça restreint un peu, mais nos étudiants, ils sont assez, pour la plupart qui sont avec nous, la plupart de nos étudiants, ils ont commencé au moins il y a 6 ans avec nous. Donc, on a une clientèle assez fidèle. Puis, donc, eux autres, ils sont prêts à dire, OK, ben, je vais attendre mon tour. Donc, si les 8 premières personnes se sont inscrites, ben, eux autres, ils vont le faire en ligne. Puis, ils ont comme une rotation qui se fait finalement entre les personnes qui viennent au studio puis les personnes qui le font en ligne. Fait que moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui est vraiment bien parce que les gens, ils sont vraiment compréhensifs, je Ah, pense, pendant cette pandémie. Au lieu de oui, dire, oh, mais définitivement. non, je veux à tout prix. Mais les gens, ils sont très compréhensifs. Ils se disent, ben, les premières 8 personnes vont s'inscrire, puis nous, on va le faire en ligne. La prochaine fois, Nous l'autre autres. personne peut s'inscrire, peut venir en personne. Ouais. Et puis, pendant que tu parles du fait qu'il y a que 8 personnes qui peuvent avoir accès au studio, j'ai pu voir une vidéo qui montre exactement comment vous vous préparez à recevoir vos clients là-bas. Tout est bien organisé, les règles sont respectées, les règles sanitaires. Donc, je pense que les gens ils aient besoin d'avoir une crainte, en fait, pour pouvoir se rendre au studio. Tout est préparé pour pouvoir mieux les accueillir. Écoute, Nadège, merci beaucoup. Là, tu as piqué ma curiosité. Peut-être que je serai l'une de tes futures étudiantes. On ne sait jamais. Mais je vais Ben inviter oui, pour l'instant pourquoi les gens pas? à visiter le site web là pour pouvoir booker un cours de danse avec toi. Merci beaucoup et bon week-end à toi. Non, merci à toi et bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au Alors revoir. pour vous autres à la maison, bye. Pour vous autres à la maison, je vais vous inviter si vous avez envie de bouger. Moi, je pense que je vais essayer de voir qu'est-ce que ça peut donner avec moi. Vous donner un retour www.studioxottawa.com. C'est le site web, pardon, à visiter. On a parlé d'art avec les deux premiers invités. Maintenant, on va parler de finances et plus précisément du processus de succession avec notre conseiller financier Cédric Lariali. Allô, Cédric? Et tout de Comment suite là, vas-tu? ça va super bien. J'aimerais qu'on commence déjà avec la différence entre le bénéficiaire et le successeur. Ok. Alors, la première chose, c'est que déjà, il faut savoir que l'Ontario et le Québec sont un petit peu différents. Donc, faire attention où vous êtes. Si vous avez besoin de conseils, allez demander à votre agent financier si vous êtes au Québec, parce que ça n'explique pas en Ontario. En Ontario, le bénéficiaire, à chaque fois que tu vas
avoir un produit d'investissement, par exemple, ou une assurance vie, tu peux nommer un bénéficiaire, il est toujours mieux de le nommer, on est d'accord, ce qui va permettre qu'au moment de ton décès, cette police d'assurance ou ces fonds vont se transférer automatiquement au nom qui est nommé. Il y a des petites règles, il faudra faire attention, on va en venir plus longtemps. Mais dans un certain cas, en Ontario, par exemple, sur votre CELI, vous pouvez nommer un successeur au lieu d'un bénéficiaire. Pourquoi? Parce que si vous êtes, imaginons qu'avec mon épouse, on a maximisé nos 2 CELI, et puis que je décède, ça veut dire qu'elle va recevoir l'argent de mon CELI. Très bien. Jusque-là, tout va bien, il n'y a pas de taxe. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas le mettre dans son CELI à elle, parce que son CELI est déjà plein, puisqu'il y a un maximum. Donc, si elle devient successeur, on ne peut le faire qu'entre époux, mais si elle devient successeur, en fin de compte, elle va hériter de mon CELI. Elle ne peut pas mettre d'argent dedans. Par contre, elle peut garder ce CELI autant de temps qu'elle veut, ce qui fait qu'elle peut avoir de l'argent à l'abri de la taxe. Alors que si elle est bénéficiaire, elle va recevoir l'argent de ce CELI-là. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent-là? Elle ne peut pas le mettre dans son CELI parce qu'il n'y a plus de place. Elle peut le mettre dans ses REER, mais ça peut devenir de l'argent taxé plus tard. Ou elle peut le mettre à l'extérieur de ces 2 placements, mais qui vont être taxés aussi. Donc, bien faire la différence entre bénéficiaire et successeur. Votre agent financier, que votre CELI soit à la banque ou avec un investisseur indépendant, va pouvoir vous expliquer la différence et être sûr que vous êtes au bon endroit. En parlant de bénéficiaires, la question m'a fait vraiment rire, mais ce serait intéressant d'en parler aujourd'hui. Quand est-ce que tu penses qu'il faudrait revoir sa liste de bénéficiaires? Bonne question. L'idée, c'est un petit peu la même chose que votre testament. À partir du moment où il y a une chose importante qui change dans votre vie, que ça soit mariage, naissance, divorce, décès, c'est le bon moment de revoir ça. Pourquoi? Parce que, pardon, excusez-moi, on pourrait avoir, je pourrais avoir mis sur une police d'assurance que mes parents ont mis quand moi j'étais jeune. Il pourrait y avoir mes parents. Mais peut-être que mon père est décédé. Ce qui fait qu'à l'intérieur, il y a un bénéficiaire qui n'est plus. En Ontario, on ne veut pas que ça arrive. Pourquoi? Parce que si on ne trouve pas le bénéficiaire, imaginons que mon bénéficiaire, c'est mon père et mon père est déjà décédé. Au moment où je décède, il n'y a pas de mon bénéficiaire sur ma police d'assurance ou sur mes produits financiers. Ça va aller à votre succession. Le problème, c'est qu'en Ontario, la succession est imposée à 1,5%. Alors, c'est une grosse somme, c'est un impôt supplémentaire qu'on pourrait éviter. D'autant plus que je crois penser que les coffres de notre gouvernement sont un peu vides, vu ce qui se passe en ce moment. Donc, on sait que dans les prochaines années, il va y avoir des taxes qui vont s'augmenter d'une certaine façon ou d'une autre. Ils vont être obligés d'aller chercher de l'argent. Est-ce qu'en anglais, on appelle ça probate fee? Il se pourrait que le 1,5 passe à 3%. On ne sait pas. Mais il va forcément y avoir à un moment donné des taxes qui vont augmenter parce que il n'y a plus de sous et vu ce qu'on a dépensé sur les 12 derniers mois, ils vont avoir besoin de récupérer de l'argent. Alors, dès qu'il y a un événement heureux ou malheureux, là, c'est le moment de se réajuster par rapport à nos différents bénéficiaires. Alors, là, il y a une deuxième question aussi qu'on a partagée, c'est que faut-il faire si on veut ajouter ses enfants mineurs? Alors, très bonne question. Souvent, par exemple, pour une police d'assurance vie, on va nommer les 2 époux l'un à l'autre. Donc, mon épouse va être successeur de ma police et inversement. La seule chose, c'est qu'on voyage souvent avec nos époux. Donc, s'il y a un accident de voyage et qu'on décède tous les 2, ben là, il n'y a plus de bénéficiaires. Donc là, on va nommer les enfants en ce qu'on appelle en fiduciaire. Donc, eux vont devenir bénéficiaires si mon épouse est décédée. Mais comme ils ont en dessous de 18 ans, on a besoin d'un fiduciaire pour gérer ça. Donc, on va avoir une 3e personne. Ça peut être un oncle, une tante, même un ami qui va gérer cet argent-là. Est-ce que cette personne est désignée par les parents au préalable ou... Oui. Donc, vous décidez. Ça peut être même votre voisin. Si votre voisin vous connaissez depuis 40 ans et que vous avez confiance en lui, vous dites « Ok, je veux que cette personne-là va gérer l'argent, entre guillemets, qui vont être pour mes enfants, s'ils ont, avant qu'ils aient 18 ans. » À partir du moment où 18 ans, la police d'assurance n'a plus le choix, elle est obligée de payer les enfants. Et là, c'est là où le testament devient très important, parce que on a plus ou moins tous des polices plus ou moins importantes. Si vous avez un prêt hypothécaire de 350 000, vous avez probablement une police d'assurance de 500 000 ou 600 000 $. Si vous décédez demain matin, ça veut dire que vos enfants de 19 ans pourraient récupérer 600 000 $.
Bon, on imagine un enfant récupérer 600 000 dollars et la fête va être pas mal importante pendant les prochains mois. On veut pas ça. Donc, votre testament va pouvoir dire, OK, après 18 ans, je veux que mon fiduciaire gère l'argent de mes enfants. Ça pourrait être utilisé pour l'achat d'une maison, pour l'éducation, pour l'achat d'une voiture. Ce qui fait que le fiduciaire peut dire, la totalité de l'argent va pas être donnée avant 18 ans et pourrait être donnée, par exemple, à partir de 30 ans ou 25 ans. On peut choisir. Et donc, votre avocat peut vous aider à être sûr que vos enfants vont pas récupérer une grosse somme d'argent trop tôt. Parce que c'est jamais bon. Moi, si j'avais reçu 600 000 dollars à 19 ans, je sais pas si je serais là encore aujourd'hui, par exemple. Non, mais c'est clair. Mais concernant le fiduciaire, là, il y a quelque chose qui me vient en tête. Oui, tu me dis que c'est les parents qui sont appelés à nommer le fiduciaire, un voisin, un ami, une tante, qu'est-ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est le fiduciaire, en fait, je veux juste demander s'il a pouvoir de décider, en fait, pour l'enfant. Tu as pris un exemple tantôt. Oui, à 18 ans, l'enfant, il est capable de rentrer en possession de ce qui lui appartient. Mais le fiduciaire peut quand même décider de se dire, OK, non, moi, je pense qu'il devrait peut-être recevoir ça à 30 ans, ce genre de truc-là. Est-ce qu'il est capable de dire les choses comme ça, le fiduciaire? Alors, tout dépend, encore une fois, ce que va être dire dans le testament. Si le testament, on dit, c'est le fiduciaire qui doit choisir tout, il se peut que le fiduciaire ait des choix à faire, mais il faut faire attention parce que donner trop de flexibilité, ça va pouvoir dire aussi. Donc, le testament, plus il est clair, mieux c'est. Et puis, bien sûr, si vous avez fait un testament lorsque vos enfants avaient 5 ans, et que maintenant vos enfants ont 17 ans, vous êtes toujours vivants, mais vous êtes revoir, c'est bien de revoir, est-ce que le fiduciaire que vous avez choisi, c'est toujours le bon? Parce qu'on sait que dans les familles, il y a des moments où ça va bien et puis des moments où ça va moins bien. Donc on ne veut pas rentrer dans l'idée. Mais l'idée, de toute façon, c'est de mettre quelqu'un de la famille, ce qui permet d'avoir des petits garde-fous au cas où il se passe quelque chose. Et quelque chose que je trouve un peu dommage, là, peut-être dans ma culture que je remarque, peut-être dans d'autres cultures, je ne sais pas, mais c'est que c'est un cas de figure comme ça, par exemple, un enfant qui va hériter éventuellement si ses parents ont quelque chose d'un certain montant ou peu importe ce on veut leur donner, ils sont même pas au courant, ils savent même pas c'est quoi, donc ça leur tombe dessus. Donc ça serait important aussi d'informer les jeunes adultes en fait. Il va nous rester une minute. Oui, c'est important. Encore une fois, de toute façon, on repart sur la même chose. La communication, c'est ce qui est le plus important. Donc, communiquez avec votre agent financier. Il se peut qu'il y ait des polices qui ont été 25 ans et puis personne n'a revu. Donc, revoyez vos bénéficiaires, discutez. Les gens qui sont fiduciaires, contactez-les en disant, écoute, s'il m'arrive quelque chose, sois pas inquiété de recevoir un coup de fil de telle et telle compagnie parce que c'est toi qui vas devoir prendre des décisions. Et il y a peut-être des gens qui vont dire, moi, je veux pas avoir à gérer l'éducation de tes enfants parce que je sais pas quelle décision je dois prendre. Donc, communiquez le plus possible. Il y a plusieurs options et votre agent financier sera à même de pouvoir vous aider si vous avez des questions un petit peu plus compliquées. Une question un peu plus compliquée, vous pouvez contacter Cédric au www.espireweb.ca et puis il se fera le plaisir de vous répondre. Merci beaucoup Cédric et bon week-end à toi. Bon week-end à toi. Ciao. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, juste pour reprendre, si vous avez besoin d'un conseiller financier, des conseils d'un conseiller financier, www.espireweb.ca. Je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On se retrouve lundi à partir de 11h. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez des vôtres. Au revoir.